présenterai Cindy Léonie. Oui, alors, ça va directement dans le sens en fait de la pensée qu'on vient de voir, celle de James Baldwin. En fait, le sujet du livre qui s'appelle L'assignation, les Noirs, mais avec un N majuscule, n'existe pas. C'était d'essayer de réfléchir à cette question qu'on m'avait posée un jour, qui était une jeune fille très sympa que je connais pas, qui m'avait appelée parce qu'elle voulait avoir mon avis en tant que noire sur la coiffure d'une personne blanche que je connais pas, mais qui s'était fait des tresses qui visiblement n'appartiennent qu'aux noirs. Et elle tenait vraiment à ce que je puisse me prononcer sur ce fait grave. Et en fait, ce qui m'a intéressée, où je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à penser autour de ça, c'est que donc, cette femme que je ne voyais pas parce qu'elle était au téléphone, prenait beaucoup de précautions dans les mots qu'elle employait, ce qui me permettait de comprendre immédiatement qu'elle était blanche, et que c'était une blanche sympa, qui aime beaucoup les Noirs, c'était une blanche qui aime les Noirs, et qui tient à ce que les Noirs puissent s'exprimer sur des problèmes de Noirs dont parle James Baldwin, donc ces problèmes qui du coup permettent à chacun de rester à l'endroit où on a dit qu'on était, et qui font que en fait elle ne peut pas justement rentrer aussi dans l'imaginaire, parce que ce dont il parle, qui est extrêmement intéressant et qui est notre sujet, et qui fait que nous allons devoir inventer quelque chose, et que c'est les mots aussi qu'il va falloir réfléchir pour que cette chose puisse advenir, puisqu'elle ne peut venir que de notre capacité à imaginer, c'est l'égalité. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous n'avons pas été programmés pour savoir ce que c'est, puisque l'ensemble de notre pensée, donc de notre vocabulaire, tout notre langage, ne tient que sur la question de est-ce qu'une personne est au-dessus ou en dessous. Tout est hiérarchisé dans la façon dont nous pensons. Et donc, envisager l'égalité, c'est s'extraire de ça pour essayer de produire quelque chose qui ferait qu'en fait, quand je regarde quelqu'un, quel qu'il soit, je puisse admettre et supporter que je ne sais pas qui est cette personne. Et que donc les grilles qui m'ont été proposées, à savoir, ah bah si t'es un petit peu beige, ça y est, je peux peut-être dire un truc, j'ai un mot pour ça, je dis arabe. Puis une fois que j'ai dit arabe, c'est extraordinaire parce que déjà j'ai fait sortir la personne du même champ que moi. Ce que dit Baldwin, c'est depuis le début jusqu'à la fin, il dit en fait je suis un Américain et je dois me débattre avec l'ensemble de ce que les États-Unis produisent comme image, comme langage, et c'est à partir de ça que je dois m'envisager. Et en fait, ce que dit le racisme, c'est non, tu as cru que tu étais américain, mais moi je te dis que tu es noir, avec une très belle majuscule. C'est ce que dit le nazisme aussi. Le nazisme dit à des Allemands, qui sont là depuis des siècles, vous avez cru que vous étiez allemand, mais moi je vous dis que vous êtes juif, avec une belle majuscule. Et à partir du moment où on produit cette majuscule, quand je dis à quelqu'un, bah oui, non, mais moi j'adore les Arabes, vous avez une culture extraordinaire, très riche, c'est ça qui est bien, quoi, c'est vraiment génial. Je suis en train d'extraire quelqu'un de son identité. Je suis en train de lui dire, tu as cru que la langue que tu parlais, que le pays dans lequel tu es né, que la nourriture que tu manges, que l'eau que tu as bu, tu as cru que c'était toi, et moi je te dis non. En fait, je produis autre chose, tu es autre chose. Et en fait, toujours dans cette altérité, en fait, il y a une course perpétuelle à essayer de se raccrocher à ça. Et les mots que nous avons pour l'instant, en fait, ne sont que des mots qui ont été produits pour dire l'autre. Là, nous en sommes au moment où nous n'avons que des mots qui sont produits par l'extrême droite et qui sont devenus nos mots. Donc quand je vois des gens qui me disent « oui, mais c'est gentil, hein », des gens gentils, qui me disent « oui, mais alors là, vous êtes là depuis combien de générations ?» Donc la question du comptage des générations, c'est bien quelque chose qu'a produit l'extrême droite, mais quelque chose qui est extrêmement puissant puisque tout le monde le fait. Et quand je vois des manifestations de gens gentils qui adorent les gens pas blancs et qui vraiment sont prêts à leur reconnaître le fait que c'est extraordinaire, les gens pas blancs, parce qu'il y a une richesse énorme dans votre culture, ces gens-là font des manifestations en disant première, deuxième, troisième génération. Alors la question, c'est au bout de combien de générations j'ai le droit d'être considérée comme étant une Française? C'est ça la question. Et nous n'avons dans notre vocabulaire pour l'instant, pour dire l'autre, nous n'avons que des mots qui ont été produits par l'extrême droite ou maintenant par la gauche américaine universitaire. Donc là, nous voyons arriver des mots, diversité par exemple, c'est un mot extrêmement intéressant parce que là, ça c'est aussi ce que dit Baldwin. Il dit en fait, notre vocabulaire, il est enrichi perpétuellement par la question du capitalisme. Donc la diversité, c'est un mot qui vient de l'entreprise et qui disait au départ embaucher des gens, des femmes, des handicapés, des noirs, des verts, des jaunes, embaucher-les, c'est une grande richesse.
Mais en fait, dans cette grande richesse, il y a quoi? Il y a l'idée aussi que nous devons payer sans arrêt notre présence. Nous devons rembourser le fait d'être là. Et donc, comment rembourser? En étant géniaux, parce qu'on est aussi là pour narcissiser les gens qui seront dans cette entreprise et qui ne seront pas comme nous. Donc, il y a cette idée-là, alors diversité, qui est maintenant en France devenue un pays. En fait, moi, on me dit que je suis issue de la diversité et les gens sont très contents de m'accueillir comme une personne issue de la diversité. Donc, extraterritorialisé à nouveau. Et puis maintenant, nous avons des mots comme inclusion, qui est extrêmement intéressant parce que c'est un mot très gentil, par des blancs gentils, qui en fait redisent qu'un pays, c'est une boîte de nuit. Et qu'il y a des gens vachement sympas qui veulent vraiment que j'en fasse partie de cette boîte, parce que je suis pleine de richesse et que c'est génial. Donc, mais l'inclusion, en fait, c'est encore une fois quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui, par le fait de sa bonté, me dit « tu peux rentrer ». Alors moi, je pense que le mot essentiel auquel il va falloir se rattacher très fortement pour éliminer les autres, c'est égalité. Parce que l'égalité ne dépend pas de ma subjectivité. J'ai pas besoin d'être sympa pour dire à quelqu'un s'il peut ou pas rentrer dans la boîte. Je sais qu'en fait, il est dans la boîte. Donc le sujet, c'est d'admettre qu'il est dans la boîte. Et l'égalité sert à ça. L'égalité, c'est la loi. Et la loi dit qu'une personne, à partir du moment où elle est un être humain, qu'elle ait des jambes ou pas, qu'elle soit vert, jaune, rouge, qu'elle soit musulmane, juive, etc., à partir du moment où elle est un être humain, ce simple fait qu'elle a des droits. Et à partir du moment où il y a une rupture d'égalité, c'est notre sujet. Et donc nous n'avons plus à découper les choses en tranches en disant « oui, mais alors là, est-ce que c'est du racisme anti-blanc, anti-jaune, anti-vert ?» Non. La question, est-ce qu'il y a une rupture d'égalité? Oui, alors c'est notre sujet. Et il n'y a pas besoin que je trouve la personne sympa, pleine de richesse et tout ça, ce n'est plus le sujet. Et il va falloir écarter l'affect, parce que là, nous sommes plongés dans un bain d'affect où des gens se posent en victime perpétuelle et que maintenant, il y a des compétitions de victimes, savoir qui est plus victime, moins victime, qui du coup mérite la sympathie ou pas du gentil vigile qui est devant la porte pour rentrer ou pas dans la boîte. Nous sommes en train de transformer le sujet en ça, et je crois qu'il va falloir trouver un axe puissant et solide qui sorte de notre bonté ou pas, qui sortent de ce truc très religieux de dire oui, toi tu es gentil, toi tu es méchant, ce que dit Baldwin, on s'en fout. Je veux dire, même si une personne est très très méchante, elle est dans la boîte. Donc le sujet, c'est qu'il va falloir danser ensemble. Et danser ensemble, ça veut dire avoir des axes très solides. Et pour l'instant, nous n'avons pas les mots parce que tout notre vocabulaire n'est pas fabriqué par nous. Et il faut qu'il le soit. Donc je crois que le vrai sujet puissant et fort des années qui vont venir, c'est de produire la capacité de dire l'autre en m'extrayant de l'idée qu'il faut qu'il soit gentil, en m'extrayant du religieux, en m'extrayant du capitalisme, en m'extrayant de l'efficacité. Ça n'est ni efficace, ni gentil, ni rien du tout. C'est juste qu'en fait, il y a des gens qui sont français et que l'identité française ne se détermine ni par la religion, ni par la couleur, ni par la gentillesse, ni par tout ça. C'est pas tu l'aimes ou tu la quittes, c'est y est. T'as les deux pieds dedans. Et à partir de maintenant, je dois admettre que tu y es autant que moi. C'est ça le sujet. Et je pense vraiment que le combat, il est à la fois contre nous-mêmes, puisque parfois on est tenté d'être trop sympa. Moi j'ai 2 jambes, et parfois je trouve ça trop sympa d'aider une personne qui m'a rien demandé parce qu'elle n'a pas de jambes ou que je sais pas quoi, et que je me trouve sympa. Donc il va falloir supporter de plus se voir comme quelqu'un de sympa en fait, mais comme un citoyen. Voilà. Merci. Alors Sylvie Leoni est une des dirigeantes de la DILCRA. Vous savez qu'elle a été présidente de SOS Racisme de 2012 à 2014. Elle est membre du Conseil économique et social et environnemental depuis 2015. Alors Cindy, en fait le montage de ce film est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'avec le montage, on arrive à confronter un certain nombre de choses et Baldwin essaye de nous montrer comment justement cette égalité n'est pas respectée. Et comment, au fond, il arrive à montrer des réalités qui sont tellement loin l'une de l'autre, et au fond, comment le discours retarde sur la réalité. Et il y a une question quand même que je voudrais te poser pour commencer, c'est comment tu perçois la différence entre les États-Unis et la France sur cette question, et est-ce qu'on pourrait se rassurer à bon compte en disant « Ah ouais, ça c'est les États-Unis, mais c'est pas la France ». Je crois qu'il faut essayer d'aller un petit peu plus loin, et je voudrais savoir si tu es d'accord que ce film parle aussi de la France. C'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Évidemment que ce film parle aussi de la France. C'est toujours un peu facile de dire
Les États-Unis, c'est pas la France pour tout un tas de raisons, et d'ailleurs, on ne va pas évoquer ici, parce que je sais que vous êtes rodés à cet exercice, les raisons majeures qui, comment dire, limitent la comparaison avec les États-Unis, et notamment la question de la laïcité comme structurante dans le fait d'établir la République française et le débat aujourd'hui démocratique dans notre pays. Maintenant, si on est un peu honnête et qu'on regarde ce film, on remarquera que James Baldwin, c'est un Américain qui, à un moment donné de sa vie, vient en France, qui, d'une certaine façon, y compris par ses amitiés, va complètement s'emparer de cette culture française et qui va faire le choix, à un moment donné, de revenir aux États-Unis. Et donc, la figure même de James Baldwin, elle crée un pont sur la question du racisme, qui est un pont extrêmement fort entre les États-Unis et la France. Et il y a un deuxième personnage, mais on y reviendra sur la force de la culture, parce que la deuxième personne que je voudrais évoquer ici, c'est une autre figure de la littérature qui est Romain Gary. Et Romain Gary, d'une certaine façon, crée ce pont-là sur ces mêmes sujets. C'est-à-dire que quand Romain Gary, avec toute la vie qu'on lui connaît, se retrouve aux États-Unis, il écrit autour des années 70 un livre qui s'appelle Chien blanc et qui est largement inspiré de sa propre vie avec Dean Seaberg et où il va raconter cette histoire du racisme, son expérience du racisme et le regard qu'il peut porter, y compris sur les mouvements antiracistes en général et les mouvements antiracistes français. Tout ça pour dire que, évidemment, et pour rejoindre ce que dit Tania, il y a quelque chose de semblable qui est extrêmement fort, c'est la question de l'égalité et la question de la rupture d'égalité. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que la rupture d'égalité, qu'on soit américain, français, tunisien ou thaïlandais, la rupture d'égalité est sans cesse et systématiquement, et je pense de manière séculaire, une atteinte à la dignité des individus. Et je crois que ce qui est dit là, à travers ce film, et ce que Tania vient de dire assez brillamment, c'est que à chaque fois qu'on va avoir une rupture d'égalité, à chaque fois qu'on va atteindre aux droits des individus, alors on va venir bousculer ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont dans leur nature d'être et donc dans leur dignité. Et comment on peut fonctionner ensemble, faire société avec des personnes qui seraient en permanence pointées du doigt et donc, par l'assignation, se retrouveraient atteints dans leur dignité. Alors, Tania, vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit qu'il fallait innover. Et je me souviens d'une discussion avec Baldwin, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer 4 ou 5 fois. En fait, il disait toujours ça. Il disait, ça va pas, quoi, le combat antiraciste, ça va pas. Moi, il aimait beaucoup la France, hein. Il trouvait que la France était formidable. Et il disait toujours, c'est un pays d'égalité, justement, ce qui n'est pas entièrement juste. Bon, et quand il ajoutait, il faut innover, il disait, en France aussi, il faut innover. Alors, tout à l'heure, vous avez utilisé ce mot, innover. Qu'est-ce que c'est que cette innovation que souhaitait Baldwin et que vous souhaitez et que vous appelez de vos voeux? C'est une innovation de quel type? Ben, c'est une innovation qui partirait, qui sortirait en fait du champ qu'a proposé le racisme. Parce que le racisme, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'il y a une grille, c'est un concept avec des éléments de langage. C'est-à-dire c'est un concept qui propose la race comme moyen d'entrer en relation les uns avec les autres et de se penser les uns les autres. Et à l'intérieur de cette grille, je peux identifier, juste en regardant quelqu'un, sa psychologie. Alors c'est très puissant ça. Et en fait, ça a généré chez nous, puisque nous avons été organisés autour de ça, parce que la particularité du racisme, comme nous le connaissons, c'est qu'il s'élabore, et c'est évoqué dans le documentaire, autour de la question de l'esclavage, donc autour de la question de l'argent. Il est vraiment lié à l'invention de la société moderne. C'est ça qui fait la difficulté, c'est qu'il colle exactement à la façon dont nous vivons. Nos désirs, là... petit t-shirt H&M, le petit Zara, tout ça, voilà. Pour que nous désirons d'un côté, il y a bien d'autres gens qui ne sont pas payés, qui fabriquent de l'autre. Toute notre organisation de vie est autour de cette question. Et là, on peut le tester en temps réel, parce que par exemple, Uber apparaît, Airbnb apparaît, n'importe quelle personne va à un moment se dire, bah oui, bah ouais, c'est bien ça, attends, moi j'ai une appli, pif paf, voilà. La question de savoir comment la personne derrière l'appli paye son loyer a disparu. Et donc il y a des gens qui sont multimilliardaires
sur le dos de gens qui ne sont pas payés. Donc, nous sommes entièrement organisés autour de cette question. Donc, l'innovation, c'est ça. C'est de s'extraire d'une grille de relations qui n'est basée que sur la question de l'efficacité. Et la raison pour laquelle nous envisageons nos relations, alors de façon encore plus aiguë si on parle des États-Unis, mais ça vaut pour nous. C'est-à-dire que la façon dont on s'est jeté sur l'idée de « oui, c'est une grande richesse pour nous, ces gens sont une richesse », là j'entends encore « les migrants sont une richesse, tout le monde est une richesse ». Mais c'est quand même pas banal, en fait, que nous soyons accrochés à cette idée que pour que quelqu'un ait le droit de vivre, de ne pas mourir dans l'eau, d'avoir un logement digne, c'est quand même pas banal que nous nous soyons saisis de cette idée qu'il faut qu'il soit une grande richesse. Alors l'innovation, ce serait de supporter qu'en fait, ça n'est pas du tout là que se passe le champ de la relation. Ni dans la grande richesse, ni dans la grande vertu, ni dans quelque chose de merveilleux, quand il dit en fait cette innocence, ce côté de grands enfants et tout ça. Mais oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des grands enfants et nous voulons, les gens ne peuvent exister que parce qu'ils sont merveilleux. Eh bien voilà, l'innovation, c'est de dire, eh ben non, en fait, supportons d'être médiocres. Voilà, moi je pense que l'innovation, c'est d'accepter qu'on est complètement naze, et à partir de là, de ne plus demander aux autres d'être merveilleux pour que nous continuions à vivre dans un monde formidable, extraordinaire, avec que des gens, s'ils ne sont pas de la couleur qui nous permet de nous reconnaître en eux, alors en tout cas, ils sont d'un caractère qui nous permet de croire au Père Noël. Et donc, par exemple, sur la question des prisons, c'est intéressant quand on voit ce moment où, en fait, Baldwin dit, ben voilà, on croit que c'est des gens qui dysfonctionnent. Mais là, par exemple, quand il y a eu toute cette histoire des attentats, qu'est-ce que ça venait nous dire à nous? Où est-ce que ça venait nous chercher? Ben, à cet endroit-là, c'est-à-dire que nous, on a cru qu'on rangeait des gens dans des endroits et qui ne nous dérangeraient plus. Ben si, en fait. Ah ben oui. Parce qu'en fait, justement, tous ces sujets qui ne sont pas de l'ordre du merveilleux, mais qui sont de l'ordre de la société, ils sont là. Donc ils sont en prison, ils sont chez les fous. Ils sont de nouveau, en fait, dans des endroits que nous ne voulons pas penser parce qu'il n'y a pas de merveilleux là-bas. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a rien de... Non, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de merveilleux. Il n'y a rien. Mais ce rien, c'est nous. Donc c'est ça aussi. Je pense que le moment où on va supporter ça, je pense que notre façon même d'être citoyen, de voter, qui on va choisir, on va arrêter de vouloir demander à des gens de produire ce merveilleux. Peut-être que du coup, on va être sur un autre endroit. C'est ça l'innovation. C'est qu'en fait, on va devenir adulte. Donc maintenant, on va arrêter de vouloir que des gens mettent des petits cadeaux à nos pieds et que ça soit formidable comme ça. Non, en fait, on va découvrir qu'en fait, les cadeaux, c'est nous qui devons aller les acheter. Et puis c'est nous qui devons faire le paquet cadeau. Et puis peut-être quelqu'un ouvrira ce paquet et dira qu'il est très déçu. Et alors nous serons obligés de faire face à ça. C'est ça l'innovation, je pense. C'est qu'à un moment, il va falloir éteindre les guirlandes électriques et supporter qu'en fait le monde, il peut être intéressant sans les guirlandes électriques. Et donc ces gens que nous nions à des moments ou à des autres sont les guirlandes électriques, c'est ce que dit Baldwin. Donc à un moment, il va falloir supporter qu'ils ne sont pas là pour éclairer, non, c'est fini ça. Donc l'innovation, c'est ça. C'est à un moment, il va nous falloir devenir adultes et donc produire un vocabulaire de notre âge. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet intéressant. Fabriquer le vocabulaire de l'égalité. Vraiment. Moi, j'ai hâte de voir ça. Alors, cette question du vocabulaire étant très importante, je crois que Tania touche une question essentielle. J'ai en tête, bien sûr, la catégorie d'universel, que nous déclinons de toutes les façons possibles, en disant, voilà, nous, on est pour l'universel. Bon. Mais je pense que ça ne suffit pas. Et ici, je vois Baldwin qui, d'une certaine façon, essaye de chercher des thèmes qui pourraient nous permettre de décliner l'universel. C'est ça que je voudrais demander à Cindy, c'est est-ce qu'au fond, nous sommes capables de réfléchir aux thèmes, aux manières, aux rencontres, aux actes concrets qui pourraient nous permettre de faire vivre l'universalisme? D'abord dire que j'ai écouté attentivement, comme chaque année, le discours d'ouverture du président de la LICRA ici présent, qui a dit « il nous faut réfléchir sur les mots et les concepts ». Et je crois qu'effectivement, il nous faut toujours réfléchir sur les mots et les concepts, sans quoi les idées elles-mêmes ayant horreur du vide, ces mots et ces concepts se font, comment dire, chaparder par d'autres
qui généralement ne sont pas empreints des meilleures intentions. Et Tania le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mots et de concepts qui ont été complètement manipulés, pervertis par ce qu'on peut appeler les ennemis de l'égalité, et qu'aujourd'hui, eh bien, les républicains universalistes, on peut, je crois, le constater, ont parfois des difficultés à se réapproprier ces mots et ces concepts. Alors, moi, mais là, c'est un positionnement personnel. Je ne pense pas qu'il faille réinventer les choses quand on dispose de mots tels que république, tels que laïcité, tels qu'égalité, tels que fraternité. C'est quand même un merveilleux mot, le mot fraternité. Donc, n'inventons rien d'autre, mais incarnons des choses. Incarnons des choses en, assumant ce qu'ils représentent, 2, en faisant des lignes de conduite, des fils rouges de nos actions. Si je prends par exemple le terme de république, la question de la république en elle-même, elle n'est pas un totem. Il n'y a pas la république qui est sympa parce que quand même on a ce mot-là qui est dans les mairies, qui est porté dans les endroits importants, donc c'est important la république. Non, on a la république qui est un cadre de protection, numéro 1, d'émancipation, numéro 2. Et je m'arrêterai là. Parce que lorsqu'on établit des concepts en tant que militant, citoyen, engagé, et qu'on est dicté à la fois par la question de l'émancipation et à la fois par la question de l'égalité, peu ou prou, il sera difficile de se tromper. Et donc, oui, il faut être attentif, parce qu'il ne faut pas les laisser glisser, et dans le même temps, il faut être extrêmement mobilisé pour les incarner, parce que tout ça, et encore une fois, il s'agit là d'un point de vue personnel, je suis convaincu que c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, il va venir se positionner sur le terrain. Si sur le terrain, on entend sans cesse des militants qui expliquent que la République, c'est celle qui protège, qui expliquent que la laïcité, ce n'est pas une menace mais un bouclier, qui viennent expliquer que les moteurs d'égalité sont d'abord des moteurs d'émancipation qui ne nous permettront pas de mieux vivre ensemble, mais de vivre, point, de vivre en tant qu'être humain, alors on aura dépassé ce qu'on vient de voir ici, qui est un rapport de race prétendument établi, et on échappera alors aux ennemis de l'égalité, et on échappera aussi à tous les coups fourrés conceptuels, et j'entends par là les questions, de collectifs excluants sur un prétendu, concept de la race. Donc oui, c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement important de se doter de mots et de concepts à la condition d'avoir l'exigence, et ça c'est un mot qui est, je pense, très important, l'exigence de les incarner et de les porter avec non seulement beaucoup de courage, mais je finirai par là, surtout avec beaucoup de cohérence. Parce que c'est la cohérence qui finit par nous abattre à un moment donné, lorsque, sur ce chemin du militantisme pour l'égalité, on viendrait prendre, quelques raccourcis qui, s'ils ne sont des compromis, peuvent vite devenir des compromissions. Écoutez, on va essayer d'entrer dans le détail et être peut-être un peu plus critique. Parce que la question que je me pose, et je voudrais la poser à Tania de Montaigne d'abord, voilà, il y a quelques semaines, un footballeur très connu a dit « Le monde du foot », je traduis, c'était une expression en italien, « Le monde du foot n'est pas raciste, mais il y a du racisme dans la culture italienne ». Il assistait à un match en Italie. Italienne, française, européenne, et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon. L'histoire le dit, et je dirais que c'était, comme vous le savez peut-être, c'est ainsi que Thuram a commenté début septembre dans le journal romain Corriere del Sport, les cris de singe qu'il avait entendus quelques jours auparavant à l'adresse de l'attaquant de l'Inter de Milan, qui était Romelu Lukaku, au moment où il jouait sur le stade milanais. Et à ce moment-là, il y a eu des réactions, et notamment à cette question, et moi-même j'ai pensé que quand il parle de culture blanche, il y a quelque chose qui me fait sauter et que j'ai du mal à accepter. Est-ce qu'il n'y a pas, si on réfléchit à ce que dit Baldwin, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre ce que dit Baldwin et ce que dit Thuram?
Je pense qu'il y a une très grande différence, et je voudrais savoir si Tania est d'accord avec moi, ou bien si il faut faire le parallèle entre les deux expressions. En fait, moi, je ne sais pas, je suis pas dans je peux pas parler, enfin, ça m'intéresse pas tellement ni de parler, parce que souvent, je me retrouve dans des endroits sur, moi, ça m'intéresse pas d'avoir un avis ni sur Thuram, ni sur Rokhaya Diallo, ça m'intéresse pas, parce que c'est pas notre sujet, en fait. Notre sujet, c'est comment on va faire pour répondre au racisme, parce que le racisme est florissant, qu'il est bien organisé, racisme par des gens de blancs, des gens noirs, des gens justement qui pensent que les noirs avec une majuscule ça existe, les blancs avec une majuscule ça existe, et que donc associé à une couleur, il y a une culture, une identité, des choses, des phrases de noirs, des phrases de blancs, des façons un vocabulaire de noir, un vocabulaire de blanc. Voilà, bon. Pour moi ça, c'est justement à chaque fois qu'on est pris dans l'idée de je vais répondre à lui ou à elle et tout ça, en fait, on n'est pas dans notre sujet. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je parle des mots, il ne s'agit pas d'inventer des mots pour inventer des mots, mais il s'agit quand même de faire face à un dynamisme de l'autre côté très fort, qui produit un dictionnaire que nous utilisons. Et donc, il faut pouvoir proposer aussi un dictionnaire dans lequel on peut puiser et que, de ce fait, on arrête de dire là, je vois bien que ça commence à prendre, mais parce qu'il y a un vide, le mot racisé, ça y est, il a commencé au début dans une sphère très précise qui disait justement, à chaque fois que quelqu'un l'utilisait, on savait très bien qui était cette personne. Et bien maintenant, on ne sait plus très bien, parce que le mot, il commence à glisser, je le vois, comme ça qui fleurit, parce qu'en fait, comme il s'agit de ne pas dire, justement, on confond le mot avec majuscule et le mot sans. Donc on croit que ne pas dire noir ou jaune ou je sais pas quoi, c'est sympa, que ce serait très mal poli de dire ça, et que donc il faut trouver un mot pour dire ça. Donc alors on avait diversité, on a eu personne de couleur avant, parce que moi je suis passée par plein de noms en fait, hein, ma trajectoire, quand je suis née j'étais une personne de couleur, on ne disait pas laquelle mais de couleur. Après j'étais black, vachement sympa, black quebla, j'adore les queblas, les blacks, super. Et puis après, en fait, des avions rentrent dans une tour et là, je deviens musulmane, parce que c'est un super mot pour dire les Noirs et les Arabes. Et puis, en fait, donc après, on a ce glissement qui fait que je suis une personne issue de la diversité. Et puis maintenant, je suis racisée, maintenant. Ça y est, c'est mon nouveau nom. Et donc, se raciser, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc c'est là que je dis que nous avons quelque chose à produire, et en fait, nous avons quelque chose à produire du réel. Nous avons quelque chose à saisir du fait que chacun ne veut pas dire les mots de ce qu'il voit, parce que chacun croit que si je dis ce que je vois, je dis tout de la personne. Et donc à un moment, il va falloir retirer ça, de telle sorte que s'il y a quelqu'un dans la salle que je veux désigner, je ne suis pas obligée de faire des contorsions de folle. Alors je veux dire que, bah tiens, c'est le noir qui était là-bas. Non, je ne peux pas dire noir, donc je dis plein de trucs très bizarres. Non, il est noir, mais en même temps, je ne le connais pas. Donc une fois que j'ai dit noir, j'ai rien dit, quoi. Et normalement, si je dis il y a un noir, personne ne doit savoir de quoi je parle. On n'en sait rien, je vais être obligée de lui parler. Ou un juif, ou un musulman, ou un homosexuel, je vais être obligée de lui parler. Je ne sais pas. Donc, il va falloir qu'on produise quelque chose qui fasse qu'on décolle la nature de la culture. Il va falloir qu'on rappelle sans cesse qu'une personne existe à 98% par la culture, et que les 2% de nature, à savoir est-ce que les chromosomes qui génèrent sa couleur et son sexe, c'est tout. Le reste de ce que nous sommes n'est généré que par la culture. C'est bien pour ça qu'en fait, nous avons vu quelqu'un qui est américain et qui parle des États-Unis, et c'est pour ça que nous pouvons dire, oui, bah alors là c'est les États-Unis, et nous en tant que Français, il y a des choses, là, dans notre culture, on ne peut pas saisir exactement tous les enjeux. C'est bien ça qui est intéressant. Et donc c'est ça que nous devons ramener sans arrêt au cœur de la question et du dictionnaire que nous allons inventer. C'est qu'une personne, c'est de la culture. Et par conséquent, sa couleur ou sa religion ne disent rien de cette personne. Et c'est ça qu'il va falloir marteler sans arrêt et répéter fortement, parce que le glissement s'opère sans arrêt. Et là, on voit, bon, les élections municipales, on sent bien qu'elles pointent leur nez, donc c'est reparti. Allez, les kebabs, ça va pas. On est reparti dans les... On voit bien. Parce qu'en fait, le sujet, c'est toujours de trouver comment est-ce que je vais pouvoir faire de celui qui n'est pas de ma couleur un étranger, que je vais pouvoir m'imaginer, fantasmer le fait que
il va pouvoir prendre sa petite valise qui est sous son lit, comme tous les gens qui ne sont pas blancs, et puis entre une kalachnikov et une valise, bien sûr, tout ça est sous notre lit, et que donc gentiment, il va prendre sa petite valise, puis il va repartir chez lui. C'est cette idée du chez lui et du chez nous qu'il va falloir travailler fortement. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Il faut supporter que ça n'existe pas. Et donc, il faut trouver comment nous allons pouvoir dire ça. Et je pense que, même si nous avons un vocabulaire qui est à notre portée, je pense que dire république, laïcité, ça ne suffit pas. Parce qu'en face, nous avons des gens qui sont d'une tonicité au niveau du langage. Il faut voir ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, tous les 3 jours, il y a un nouveau mot qui arrive. Je suis là, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc bon, inclusion. Donc là, on est reparti sur l'inclusion. Il y a eu une petite incursion de caucasiens que je vois de temps en temps. C'est pareil, cette histoire de caucasien, bon bah dites blanc, quoi, parce que si on regarde vraiment une personne du Caucase, vraiment, ça n'a aucun rapport avec une grande personne blonde avec des yeux bleus, hein, ça, il faut quand même l'admettre. Mais ce caucasien, comme ça, glisse comme ça. Donc c'est ça, c'est aussi que nous, on doit se saisir de quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Parce qu'en fait, on a été figé. L'extrême droite, c'est d'une morbidité qui fait que c'est difficile aussi de faire face. Donc il y a quelque chose qui arrête. Et nous devons nous saisir d'une vitalité. Et la vitalité, c'est le mouvement. Et donc il faut proposer des mots pour qu'en face, ou même quand quelqu'un fera un article, il soit plus obligé de, sans arrêt, aller piocher dans ce vocabulaire de deuxième génération. Là, Toni Morrison est morte. Et puis ensuite, il y a eu Jessye Norman. Ah ben là, c'était un festival de... Alors on ne savait pas où mettre le noir, donc c'était hyper drôle. Et je me disais, mais c'est marrant, parce qu'en fait, c'est une chanteuse lyrique, donc dit qu'il y a une chanteuse lyrique qui est morte, mais tout le monde voulait dire qu'elle est noire, parce qu'il faut respecter cette part de son identité. Pareil pour Toni Morrison, dont je voyais le noir qui circulait entre, on ne sait plus où mettre écrivaine, noire, grande, prix Nobel, il y en a dans tous les sens. Et je me suis dit, mais je vois bien le désarroi des gens qui écrivent, donc il faut qu'on les aide à avoir des choses simples et claires à dire. Et donc, c'est ça que nous devons faire. Alors après, je n'ai pas la réponse. Hein, donc, c'est en inventant ensemble qu'on va trouver. Mais je pense que vraiment, quand on aura trouvé ça, ça va être extraordinaire. Parce qu'il n'y aura plus un seul endroit où piocher des mots. Sans doute, j'ai une petite différence avec vous. C'est sur la question du 2% à 98%. Moi, je ne pense pas que c'est 98% de culture. Je pense que c'est 100%. De la même manière que je pense que c'est 100% de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas du même ordre, la nature et la culture. Ce qui nous définit d'abord, c'est les 100% de culture. Nous ne sommes que culture. Et culture veut dire pluriel. Et nous sommes de culture plurielle. Et en fait, toute la question, c'est ce que dit très bien Baldwin, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule chose pour nous signifier, à partir du moment où on pense l'égalité. Mais il y a des milliers de choses pour nous signifier. Parce que la culture n'est pas réductible à un seul thème, et qu'elle est forcément plurielle. Cindy. Certes oui. Elle m'avait dit qu'elle voulait parler. Non, ben oui, je voulais parler d'abord pour répondre pour répondre plutôt pour rebondir sur ce que tu dis Tania. C'est moi comment dirais-je, je crois que les combats sont trop immenses pour qu'on vienne mobiliser de l'énergie à créer un nouveau dictionnaire. Pourquoi? Parce que tu as raison, racisé, c'est un mot qui est en train de prendre sa place, et du vocabulaire comme ça, il y en a beaucoup. Tu parlais de genre de la diversité, etc. Mais ce que je remarque surtout, c'est que quand en face, moi je parle égalité, république, émancipation, laïcité, je parle quand même de mots qu'on utilise depuis si longtemps. Diversité, bon, on l'utilise déjà plus. Racisé, on l'utilise aujourd'hui, demain, je sais pas bien. Personne de couleur. Et donc, on a face à nous aussi des personnes qui, agissent très bien dans la façon dont ils vont venir positionner la pensée par le langage et toute la force linguistique qu'ils vont mettre dedans. Et je crois qu'ils ont compris là quelque chose d'essentiel, mais qui, finalement, ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche. Parce qu'ils n'ont pas su créer, mobiliser, structurer des dynamiques politiques qui sont en capacité de venir faire le socle nécessaire à l'incarnation de ces vocables. Donc, moi je continue de croire, avec ma république, ma laïcité et tout le reste, qu'on est encore capable, si tu veux, de se réveiller et se dire, quand même,
République, c'est pas un mot qui date d'hier matin, et avec un peu de chance, au XXIe siècle, on arrivera à en faire quelque chose, mais en réalité, évidemment, je le crois profondément, parce que je crois en la force des mots et en la puissance des symboles, comme je pense que c'est important que des gamins, quand ils voient une statue de Marianne, ils voient à peu près de quoi il leur tourne, etc., etc. Et donc non, venir créer un autre vocabulaire, là où on a des choses qui sont tellement fortes, qui ont été tellement incarnées à travers des combats, à travers des visages, à travers des victoires, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé des victoires de l'égalité, de la République, toutes ces victoires émancipatrices. Je prends un exemple, la question, l'évolution de la place des femmes dans la société française au XXe siècle est quand même un exemple assez flagrant de ça. Donc voilà, c'était juste pour répondre là-dessus, parce que j'ai un petit doute à ce moment-là. Autant je pense qu'il ne faut rien lâcher, si je puis dire, sur la perversité du vocabulaire qui peut être, comment dire, employé par des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de raconter là. Autant je pense que nous, on doit avoir cette constance, cette cohérence, cette force que nous donne à travers l'histoire et ceux qui l'ont porté, ces quelques mots que sont République, laïcité, fraternité, etc. Sur la question de la culture, et ça va me permettre aussi de répondre peut-être à une autre chose sur ce que tu dis sur les prix Nobel, en disant ah mais alors là, bon alors on a eu un prix Nobel, mais quand même il fallait qu'on glisse quelque part qu'elle était noire, etc. Et alors je me suis aussi un peu posé la question, et c'est pour ça que donc là j'ai pas un avis définitif sur la chose, mais je me suis dit, malgré tout, oui, le fait que ces personnes-là étaient noires n'était pas complètement anecdotique dans leur parcours et dans ce qu'ils représentent pour nous en termes de compréhension de ce qu'on vient de vivre dans le 19e, 20e et début du 21e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que d'avoir été quelqu'un de noir ayant obtenu un prix Nobel, ça n'a pas eu la même onde de choc que si la personne avait été blanche. Et ça n'a pas eu la même onde de choc aussi pour cette raison qui est comment on appelle ça maintenant déjà, les rôles modèles. Le rôle modèle, aujourd'hui, c'est ce qu'on a un peu dans le film à un moment donné, il dit ah ben tiens, je me suis rendu compte en fait que quelqu'un qui ressemblait à mon père pouvait être un acteur. Et donc c'est pour ça que à la fois je partage le fait de ne pas devoir envoyer, évidemment que je partage ce sentiment-là, et en même temps de venir dire et de pouvoir montrer que des personnes auxquelles on peut se sentir ressembler ont réussi un certain nombre de choses, je pense que ça peut être malgré tout des contributeurs au moteur d'émancipation. Et je pense que ça reste quelque chose d'important. Et sur la question des mots, pour en revenir là-dessus une seconde, quand on a cette création de vocabulaire, là où je partage complètement, c'est quand même, ils ont beaucoup d'imagination, puis ça va vite, tous ces mots. Finalement, je crois qu'on a arrêté de se poser la question de pourquoi. Pourquoi ce repli identitaire ? Pourquoi cette organisation qui va être une organisation différente que celle qu'on peut attendre au sein d'une république ? Pourquoi, finalement, un sentiment d'appartenance différent d'un sentiment d'appartenance à la communauté nationale ? Et je crois que c'est ça qui doit venir nous interpeller à travers tous ces mots. Pourquoi on a d'abord besoin de se réunir entre soi avant de se sentir porté par tous ? Et pourquoi on doit d'abord regarder dans un groupe d'appartenance qu'on s'est choisi, qu'on s'est constitué, parce que là on parle d'un sujet en particulier, mais il peut y en avoir d'autres. Pourquoi on va venir choisir ce cercle-là, qui implique le repli, puisque généralement c'est un cercle qui est plus petit, plutôt que la générosité qu'est censée nous apporter la communauté nationale, la République et toutes ses promesses. Le Nobel de Toni Morrison n'a pas réglé grand-chose. On peut se poser la question, puisque c'est dit dans le film, est-ce que la venue au pouvoir de Barack Obama a réglé la question ? Et c'est pour dire qu'il y a deux manières de voir la question. D'un côté, chez Cindy, qui au fond se dit que c'est difficile et on ne voit pas très bien, elle voit les victoires, et puis notre ami Baldwin, et vous voyez en même temps tout le chemin qui reste à parcourir. Oui, et puis, non, par exemple, sur la question, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait que le vocabulaire qui est produit, en même temps, ce qui te rassure, c'est qu'il ne fait pas socle. Mais il est destiné à disloquer. Son sujet n'est pas de faire socle. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on produise des éléments qui fassent socle. Parce que eux, le projet, c'est justement d'émietter suffisamment une société pour que on puisse
ne plus s'adresser qu'au plus petit commun dénominateur. Donc c'est bien ça la trajectoire en fait qui est complexe. Et en fait, dans le documentaire, on voit bien, et moi c'est aussi ça qui m'est apparu, c'est-à-dire que ayant grandi dans un endroit où justement il y avait cette assignation qui allait avec le lieu, c'est-à-dire la tour disait qui j'étais. Il y avait un lien direct. Et avec des gens qui ne veulent pas me nommer. Donc il y a eu tout ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que déjà la première évolution, c'est de pouvoir nommer sans pour autant m'inscrire dans ce moment spécial qui voudrait que j'ai un camp à choisir et que donc je sois ici ou là-bas et que justement je sois déjà dans cette dislocation. Donc je me suis dit mais peut-être qu'en fait on peut nommer sans pour autant donner à manger à la dislocation. On peut nommer parce que justement quelque chose se reconstitue là-dedans et qu'à partir du fait qu'on a nommé, on va pouvoir maintenant dire bon bah ça c'est fait. Donc en l'occurrence par exemple moi ce qui me dérangeait quand il y a eu les papiers sur la mort de Toni Morrison ou de Jessye Norman, c'est pas tellement quand tu dis effectivement c'est important, mais la première chose c'est qu'il y a une écrivaine qui est morte. Voilà. Alors après que tu m'expliques que cette écrivaine elle est importante parce qu'elle est noire, américaine et que donc elle a fait un récit qui a permis justement que quelque chose advienne autour de la littérature et donc autour d'une idée que le racisme conteste, puisque a priori en tant que noire, son sujet n'est pas le cerveau, c'est le corps. Bon, eh bien elle dit, alors non, pas du tout, je vais me saisir de la littérature pour renommer et réinscrire cette couleur comme étant partie prenante d'un itinéraire qui n'a rien à voir avec la grille de lecture du racisme. Et en fait, je trouve, et on voit bien d'ailleurs quand Baldwin fait ça, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait Baldwin ne cesse de bouger. C'est comme s'il y avait un ring, et dès qu'on croit qu'il est ici, il est là-bas. Et quand il fait l'interview, et qu'il dit à ce monsieur très gentil, qui lui dit « Mais c'est génial, enfin je comprends pas, vous êtes vraiment pessimiste et tout ça », et qui dit « Non mais il y a quand même des gens qui sont tués dans le dos tous les 2 jours par des policiers, donc on a un petit problème. » C'est ça le sujet aussi, c'est de dire « Constatons qu'il y a quelque chose dans cette organisation qui fait que ça produit de la terreur. Et ça n'est pas ce qui va faire qu'un pays tient. » Voilà, c'est ça le truc. Donc, quand il dit « je ne suis pas pessimiste que je suis vivant », je m'inscris complètement dans ça. C'est-à-dire que regarder le réel et essayer de produire quelque chose, c'est obligé, sinon on n'est pas en vie. Alors vous avez la parole, vous pouvez poser vos questions ou donner votre point de vue sur le film. Oui. Attends. On peut lui donner un micro au premier rang, là. Oui, merci. Alors, j'ai été très intéressé par la question du vocabulaire, et je voulais revenir là-dessus. De temps en temps, vous avez parlé de eux, ils, etc., sans vraiment dire qui c'était eux, ils. Par contre, dans votre discussion, vous avez mis en avant l'extrême droite et le capitalisme, et sans parler de l'extrême gauche et du communisme. Et je pense que le vocabulaire est aussi important là-dessus, pour qu'il n'y ait peut-être pas d'ambiguïté, à moins que vous ayez une position. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, enfin les deux, d'ailleurs, quand on parlait eux, ils, c'est intéressant de savoir de qui s'agit-il. Alors, ouais, plutôt que de dire eux, ils, j'ai tendance à expliquer la différence sur eux et nous. Parce que la première ligne de fracturation dans à la fois les moteurs de haine en général, mais la question raciste en particulier portée par des mouvements politiques, elle s'établit là-dessus. Il y a eux et il y a nous. Et quand on regarde notamment la structuration des mouvements d'extrême droite tout au long du XXe siècle et encore au début de ce siècle-là, on voit bien que ici il y a quelque chose qui est de dire, il y a grosso modo, hein, les purs, les impurs, nous et eux, tout simplement. Et donc, à chaque fois qu'il y a cette rupture-là, on en revient toujours avec les mêmes mots, notre propre vocabulaire est assez intéressant finalement, mais à chaque fois qu'il y a cette rupture-là, on voit bien que l'exclusion, le rejet, l'intolérance qui en découle, forcément devient un mécanisme de racisme, de discrimination dans les faits, etc. Mais si je peux me permettre, là aussi vous avez parlé de l'extrême droite. Aujourd'hui, les indigènes de la République, à ma connaissance, ne sont pas d'extrême droite. Et je pense que dans le vocabulaire, c'est quand même un point extrêmement important. Je regrette malheureusement qu'on ne mette pas les deux, peut-être sur le même plan aujourd'hui.
Et le terme racisé, il ne vient pas de l'extrême droite, à ma connaissance. Il vient de l'extrême gauche. Absolument. Mais en fait, je suis totalement d'accord avec vous, mais pour moi, c'est la même chose. Donc c'est ça que j'aurais dû expliciter. C'est-à-dire que pour moi, les communautaristes et les nationalistes, dans la mesure où des deux côtés y croient en la race, alors soit du côté je suis trop sympa et vraiment je te comprends et ta culture est si riche, ou du côté ce serait vraiment bien soit qu'on t'extermine, soit que tu rentres chez toi. Pour moi en fait c'est exactement, c'est pour ça il y a vraiment en miroir le même vocabulaire, la même pensée, si ce n'est que d'un côté des gens se prennent pour des anges et de l'autre voilà. Mais vous avez raison, enfin si on devait dire en détail, l'extrême gauche et une partie de la gauche et l'extrême droite et la droite sont quand même tous en train de naviguer justement, mais dans cette grille de lecture qui travaille en fait avec le même état d'esprit. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a cette idée d'innovation, pour moi, elle est vraiment de sortir de la race. Donc sortir de cette puissance qu'est le racisme, parce que c'est quand même une production justement de concepts et de mots qui sont comme l'eau que nous buvons. Hein. Il y a quelque chose là-dedans, c'est pour ça que vraiment il y a un décollage à faire et qu'il est compliqué parce qu'il vient nous chercher dans plein d'endroits. Et nous sommes sans arrêt, ça vaut pour le sexisme aussi, hein, pour moi c'est vraiment du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un moment où on est obligé de se regarder, avoir une pensée raciste ou une pensée sexiste. Et accepter ça, c'est-à-dire accepter de se voir être ça, eh bien c'est la seule chance que nous avons de pouvoir nous en extraire. Donc le côté angélique qui a prévalu à un certain moment et qu'on voit dans le documentaire de ce monsieur qui dit mais c'est extraordinaire et nous avons beaucoup de liens, beaucoup plus que je ne sais pas. Non, on ne peut pas penser les choses comme ça en se disant bah, c'est super, tu vois, regarde, tu écris des livres, j'en écris, ça va être extra. Non. C'est ça la difficulté aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver un Dieu qui ne soit ni ça, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est vraiment quelque chose qui ne serait pas infusé par le racisme. Alain David. Oui, bon, je peux qu'être, je pense qu'on peut tous qu'être d'accord avec plein de choses que vous avez dites, mais je voudrais essayer d'introduire à ma manière, comme je peux, disons, une petite réserve ou une petite nuance. Je prends l'une des choses que vous avez dites, Tania de Montaigne. Vous avez dit, bon, essayons de faire abstraction, essayons d'oublier l'affect, d'oublier la religion, d'oublier, etc. Et tout ça pour faire apparaître l'égalité, l'universalité, comme l'a rappelé aussi Antoine. Et puis en même temps, il y va de la vie. Et alors, est-ce qu'on peut faire abstraction de tous les termes, faire abstraction de l'affect, par exemple, et puis en même temps avoir la vie? Alors là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est présent dans le film, à quoi vous avez rendu un peu justice, mais je voudrais essayer d'en rajouter. C'est la littérature. Vous parliez de la dynamique, de l'invention des mots, etc. C'est pas tellement une invention des mots, c'est plutôt une littérarisation des mots. Et je prends un exemple. Puisqu'on est aux États-Unis, on pourrait parler de Faulkner. Et dans Faulkner, alors je ne sais plus si c'est dans Lumière d'août ou dans Le bruit et la fureur, pas ceux de Mélenchon, mais il y a un personnage qui est phénotypiquement blanc, complètement blanc, et puis il se révèle être noir dans le récit. Et au fond, ce qui apparaît, c'est que le noir, eh ben, il est partout, et Baldwin le dit à sa manière aussi, il est partout, il est au fond de nous. Autrement dit, à travers la littérature, je découvre une altérité, comme une souffrance d'ailleurs. Chez Faulkner, c'est une longue souffrance, c'est une terrible souffrance qui pèse sur toute l'Amérique, le Deep South, le Sud profond, cette terrible souffrance qui me fait découvrir être ce que je ne suis pas. Cette altérité, c'est la souffrance de l'autre que je découvre tout au fond de moi. Alors, est-ce que c'est pas là
Et voilà, je plaide pour qu'on récupère ce thème littéraire, cette dimension littéraire, peut-être en substituant ou en juxtaposant un autre mot à côté de celui d'égalité, le mot de singularité. Moi, si, bien sûr que la littérature, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, ce sujet-là. Parce que le sujet de la littérature, c'est bien d'inventer un lieu avec ce qui est commun, donc avec les mots que nous avons tous, et de produire à partir de ça autre chose. C'est ça le sujet de la littérature. C'est le sujet de Baldwin, et c'est ce que je propose. C'est-à-dire, c'est de dire, en fait, ce que nous avons comme terrain, nous, ça va être celui-là. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, quand j'employais le mot d'affect, c'est que nous est arrivé là, depuis quelque temps, quelque chose qui était très présent aux États-Unis et qui est maintenant un mode de façon de se présenter à l'autre, qui est de dire qu'on a beaucoup souffert et de parler depuis cette souffrance. Ce qui fait qu'en fait, on paralyse l'autre, parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit « je souffre » ? Et la souffrance est singulière, c'est pour ça qu'en fait, singularité, il faudrait qu'on aille plus loin dans la définition qu'on veut en dire, parce que le problème, c'est que nous sommes face à des gens qui opposent l'idée que eux, ils vivent un truc très inédit. Et que nous ne pouvons pas comprendre. Et ça ne les intéresse pas, en fait, d'aller au-delà de ça pour, justement, essayer de penser globalement, c'est-à-dire sortir d'une singularité pour proposer une humanité. Voilà, pour accéder à quelque chose qui fait que, en partage, je mets ça, ce que fait Baldwin, c'est-à-dire dire, je suis un citoyen américain, il se trouve que je vis, parce que j'ai cette couleur, quelque chose que peut-être vous ne vivez pas, mais j'ai envie de le poser sur la table parce que nous l'avons en partage. Et à partir de ce que je mets sur la table, nous pouvons penser ce pays et remettre du mouvement dans une morbidité qui est la seule chose qu'on me propose. La singularité, celle à laquelle en tout cas nous avons à faire face, ce sont des gens qui viennent et qui disent, voilà qui je suis. Alors en général, en plus le qui je suis, c'est pour ça que la nature, parce que les gens qui viennent se définir maintenant, le nouveau projet, c'est de dire toutes les choses dont on n'est pas responsable. Donc la nature, je suis noire, lesbienne, je sais pas quoi, donc il y a tout un truc comme ça. Et puis alors, à la fin, on découvre en fait ce que fait la personne, qui est la seule chose qui lui est propre en fait. Ça arrive très à la fin, la culture. Et donc en fait, nous est opposé de la nature, nous est opposé une souffrance indépassable qu'on ne souhaite pas partager. Et donc nous devons être là juste comme étant témoins de cette souffrance et de constater à quel point c'est horrible. C'est ça en ce moment qui nous est proposé. Et quand on va sur les campus américains, maintenant c'est ça. Maintenant le nouveau projet, en fait, pour montrer justement qui on est, c'est de dire toutes les choses qui relèvent de la nature, et puis de dire, voilà, moi j'ai beaucoup souffert pour telle et telle raison. Et donc en fait on a une juxtaposition, et pour écrire l'assignation, en fait moi je suis allée dans plein de conférences féministes, afroféministes véganes, tout un tas de choses comme ça passionnantes. Et en fait je voyais bien que l'idée c'était de réduire à néant, parce qu'il y a une peur panique du conflit, donc il y a la recherche sans arrêt de trouver le même discours, même point de vue, et dès qu'une personne s'extrait de ça, donc proposerait une discussion, justement, ça n'est pas supportable pour le groupe, donc elle est exfiltrée du groupe, et puis les gens ne cessent d'accumuler des discours qui disent leur expérience singulière. Et donc en fait on a ça, donc ça dure des heures entières. Le sujet de départ, plus personne s'en souvient, puisque justement on ne peut pas produire de commun, c'est impossible, puisqu'on n'est pas dans l'humanité, on est dans, moi... j'ai vécu un truc très fort. Donc les gens disent ça, ça dure des heures, et puis à la fin, ça n'a rien produit. Justement, en fait, la conceptualisation ne peut pas avoir lieu. Donc j'ai assisté à ça pendant des mois, je me disais, mais tiens, c'est quand même étrange, parce que c'est ça qui nous est proposé maintenant. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une personne qui intervient dans l'espace public, il y a très peu, c'est très pauvre en théorie, en concept, il n'y a pas grand-chose à saisir. Mais en souffrance, voilà ce qu'on nous donne, et donc il y a une accumulation de ça. Donc moi je pense que justement il y a alors là un terrain qui s'ouvre à nous, parce que produire de l'humanité et la mettre sur cette table et dire voilà, allez, on va réfléchir à ça, pour moi c'est l'égalité, puisque l'égalité c'est bien ça, c'est de dire à partir du fait que tu es un être humain, voilà comment on a élaboré les choses. Donc c'est du commun.
Donc c'est ça, je pense que... Et la littérature, c'est bien ça qu'elle travaille. C'est cette question de, à partir du mot qui nous est commun, je produis un monde et je propose à des gens de venir dans ce monde-là, quoi. Oui, sur la littérature, juste insister sur... je parlais tout à l'heure de la puissance émancipatrice de la culture en général. J'ai une affection particulière pour la littérature, donc je dirais pour la littérature en particulier parce qu'elle crée un cadre sécurisant. Le pouvoir de la fiction, c'est aussi celui-là, c'est de créer un cadre sécurisant. On vous invite, quelque part, à entrer dans un univers où, finalement, c'est sans conséquence. Et ça, c'est extrêmement important parce que comme c'est sans conséquence dans l'univers fictionnel, alors vous allez pouvoir remettre en cause, remettre en doute un certain nombre de concepts, un certain nombre de points de vue, et potentiellement commencer à avancer et commencer à bouger. Tu disais très justement, tu as été à des endroits où, au bout du bout, bah, en fait, les gens, ils sont convaincus, etc. Je crois que la littérature, elle permet ça. La littérature, elle permet de venir bousculer à ces endroits-là, et donc j'aime toujours comme ça... balancer deux, trois petits textes que vous pouvez vous amuser à lire si vous ne les avez pas déjà lus. Je vous ai parlé de Chien Blanc de Romain Gary. Eh bien, lire Chien Blanc, là, aujourd'hui, en 2019, c'est d'une modernité incroyable. Et ça nous fait comprendre beaucoup de choses, et ça nous fait nous approprier des univers en résonance avec Baldwin. On a parlé de Baldwin, Richard Wright, Une fin d'égalité, c'est exactement la même chose. Et juste pour vous dire une petite phrase de Romain Gary, dans Chien Blanc, il dit « Je suis en train de me rendre compte que le problème noir aux États-Unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble, celui de la bêtise. Il a ses racines dans la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, celui de la connerie. » On parlait tout à l'heure des mots. Je crois que des fois, les mots sont extrêmement simples. Il parle de bêtises, il parle de conneries, vous allez dire c'est peut-être un peu gentil, un peu facile, sauf que c'est terriblement vrai, et de voir sous la plume de si grands auteurs des mots aussi simples venir dire des choses aussi vraies, c'est toujours utile de s'en emparer. Bien, merci. Alors on va s'arrêter, je voudrais juste... Non, je voudrais intervenir. Je suis désolée, je voudrais intervenir. Excusez-moi. On a parlé de la culture, on a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas parlé de la science. Et ça, c'est très important. J'avais fait venir André Langanet, qui a travaillé sur Tous parents, tous différents. Il avait fait une exposition. C'était au Musée de l'Homme, puisqu'il était directeur directeur de service anthropologique du Musée de l'Homme. Et il y avait bien sûr une mobilisation des élèves pour essayer de faire comprendre à quel point sur le plan scientifique nous sommes de la même famille humaine, et ça c'est très important. Alors donc bien sûr on commençait, c'est important la science, on commençait déjà à partir de Rostand qui disait avant l'ADN qu'un couple de... Tu vas pas nous refaire toute l'histoire de la science. Non mais très vite, on parle de littérature, on parle de tout, mais ça c'est important. Un couple de noirs peut avoir un enfant blanc. Non, mais on parle de littérature parce que Baldwin parlait de littérature. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais puisqu'on parle de racisme, de lutte contre le racisme, il faut parler de la science. D'accord. À partir de l'origine, et c'est le travail que nous faisons pour faire comprendre à quel point, au niveau, puisqu'on parle de l'environnement et qu'on détruit la nature et qu'on se détruit les uns les autres, je crois que c'est très important au niveau de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de rappeler que nous sommes de la même famille humaine et qu'il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus. D'accord, merci. Moi, je voudrais vous inviter à revenir à la littérature et à lire le livre de Baldwin qui s'appelle Conversion. Il n'est pas ici, mais franchement, essayez d'acquérir ce livre. C'est magnifique. Et vous verrez comment Baldwin détourne les problèmes pour essayer, à terme, de nous confronter à ce qu'est la réalité. C'est-à-dire comment le détour par la fiction permet effectivement de connaître mieux la réalité. Alors, vous savez que le livre de Tania de Montaigne, qui s'appelle Assignation, les Noirs n'existent pas, il est ici et elle va se faire un plaisir de vous le signer tout de suite, là, à la sortie. Voilà, merci à tous.